Bonjour à tous, c'est Maxime de Willetable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une action française, c'est Sanofi. Donc, c'est une action qui opère dans le secteur médical, dans la vente de médicaments brevetés. Avant que cette vidéo commence, je tiens à vous informer que je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. C'est seulement une vidéo à but informatif pour vous expliquer quantitativement et qualitativement une entreprise. On va regarder tout de suite Sanofi. Donc, on voit technologie de la santé, produits pharmaceutiques. Donc, on va regarder en 5 ans de combien l'entreprise a pu prendre. Donc, vous voyez un petit range assez haussier sur Sanofi. On va mettre tout de suite une tendance à la régression et vous voyez, voilà, depuis 2018 à peu près assez haut. On a eu des points à 105, on a eu sûrement en tout des points assez hauts. Hein, voilà, vous voyez, donc Sanofi, si on met une tendance de régression à partir de 96, voilà, on est sur un sacré range haussier. Donc avec là, par exemple, on a pu atteindre des chiffres comme 80 ou 70 ou en 2015, 92. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui, étant donné qu'elle vend surtout des produits pharmaceutiques, il y a certains moments où certains de ces produits vont peut-être plus se vendre parce qu'ils seront encore brevetés et ne seront pas encore tombés dans le domaine public. C'est ça qui est très important quand vous investissez dans ce genre de business, c'est savoir que, par exemple, Sanofi, la plupart... Par exemple, Sanofi, comme on pourrait sûrement la mettre pour 3M, vous voyez que c'est des entreprises qui font énormément de sous sur un seul produit, mais qui ensuite investissent massivement dans la recherche et développement pour pouvoir trouver un nouveau produit qui pourra les mettre aussi bien et qui pourra regrouper autant d'argent. Donc on va regarder tout de suite dans la vue d'ensemble. Donc on a une capitalisation à 122 milliards, un rendement du dividende à 3,75 et un ratio prix gain à 14. Donc pour ce genre de business, le ratio prix gain, il pourrait être à 14, il pourrait même être beaucoup plus élevé. Voilà, vous voyez, à un moment, il a été à 38, à 21, 24, 20. Étant donné que si l'entreprise arrive à sortir un médicament qui lui fait sortir plus que la tête de l'eau et qui lui permet pendant 20 ans d'asseoir, je dirais pas un pouvoir, mais d'asseoir une souveraineté liée à ce médicament, lui confère donc un price power et la permet de se mettre très très haut. On va regarder donc en revenu exact combien est-ce qu'on a. Donc on voit un revenu assez croissant. Après c'est depuis 2016, étant donné en 2016 on n'était pas assez haut, on a chuté en 2015 si je ne m'abuse. Ça aurait été bien d'avoir ces chiffres-là. On regarde, voilà, en dépenses de CAPEX, on est à 17 milliards, donc c'est pas mal. On est à peu près sur on est à peu près sur du 50%, un petit peu moins, je dirais du 40%. Voilà, vous voyez, coût de marchandises vendues, on est à 15 000, donc on est vraiment sur du 40%. On va regarder, voilà, en revenu net. Donc en revenu net, on a un revenu net qui augmente pas mal. Vous voyez, en 2020, on a eu un très très fort revenu net, sûrement dû à ce qu'ils ont pu vendre dans le segment des vaccins. On va regarder tout de suite comparé au free cash flow. Ce qu'on regarde, c'est, vous voyez, donc des free cash flow qui continuent d'augmenter et qui sont vraiment assez stables. On va regarder ça avec les cash liés aux activités d'exploitation. Voilà, vous voyez, assez stable et qui commence à monter un petit peu plus sur les dernières années. On va regarder en semestriel et voilà, donc vous voyez un cash qui à peu près est à peu près équivalent à chaque semestre. Pareil pour le free cash flow. Donc on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'elle peut faire avec son argent. Donc on voit annuel, voilà, on a 10 milliards de revenus de cash d'exploitation en 2022. On utilise 2 milliards, donc on a la vente d'un segment d'entreprise. Sinon on voit que cette entreprise, elle marche par fusion-acquisition. Vous voyez qu'elle achète pour 10 milliards, 4 milliards, 4 milliards, elle achète de nouvelles entreprises pour pouvoir continuer de grossir. En dépenses d'investissement, on continue, voilà, l'immobilisation. Donc je ne sais pas si c'était pour les labos. Je sais qu'elle avait été très critiquée pour justement fermer ses labos. Voilà, voilà qu'il y a écrit Sanofi annonce l'acquisition de American Cunol. Voilà, donc on va regarder en semestriel, est-ce qu'on l'a? Non, on ne l'a pas en termes de vente, c'est dommage. Donc ça, c'est l'investissement. Ensuite, on va regarder en financement à peu près qu'est-ce qu'on fait. Donc on voit un retrait d'actions depuis 2018. On voit que jusqu'en 2020, elle a préféré émettre des actions parce qu'en 2018, elle avait émis beaucoup de dettes. Donc on voit que sinon... elle la rembourse assez. Donc vous voyez, en 2016, pareil, on avait contracté pas mal de dettes. Donc j'imagine que de 2016 à 2018, l'entreprise ne devait pas forcément se porter le mieux du monde. Donc on voit un dividende versé qui continue d'augmenter. Hein. Voilà, c'est sûrement, je ne sais pas si Sanofi est considéré comme un dividende aristocrate, mais en tout cas, ça fait vraiment longtemps qu'elle verse un dividende.
Donc vous voyez que cette entreprise pratique le rachat d'actions, rembourse sa dette. Donc c'est un bilan assez sain. On va regarder dans le total des actifs. En liquidité, on est à 12 milliards, donc des liquidités qui fluctuent mais qui en moyenne sont assez élevées, hein. Vous voyez, donc 12 milliards, c'est vraiment pas mal. On va regarder qu'est-ce qu'on a exactement en dette. Donc on est en dette totale à 21, donc dette nette à 8. Ça veut dire qu'on a à peu près un ratio de recouvrement à 50%, donc c'est vraiment pas mal. On va regarder tout de suite dans quoi on est. Donc on a un total d'actifs immobiliers à 90 milliards, donc c'est vraiment pas mal. On a regardé, si vous regardez en usine, on est à 11 milliards, et en immobilisation incorporelle nette, voilà, en goodwill, vous voyez, on est à 49 milliards. Donc c'est une très très bonne statistique. Voilà, si vous regardez ensuite en dessous. Donc pour ce qui est de l'entreprise, on a un bilan assez sain. Voilà, vous voyez le dividende avec un ratio de paiement qui fluctue assez, mais qui est à peu près identique. Vous voyez, un ratio de paiement qui en 2016 à 2020 était assez élevé, hein, je vous l'avais montré, mais vous voyez qu'à partir de 2020 à 2022, il a commencé à baisser. Sûrement qu'en 2020, l'entreprise a pu retrouver un price power avec un médicament qui l'a mis bien. On va regarder. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Le directeur général de Sanofi nous dit qu'on est très satisfait de ce nouveau trimestre de croissance qui marque également de belles avancées dans notre portefeuille de recherche et développement à la hauteur de nos ambitions. Ce qu'on regarde en chiffre d'affaires, on est à un chiffre d'affaires qui diminue, voilà, en moins 1,5%. Donc vous voyez, voilà, en termes de bénéfices par action, on est à 1,74, donc c'est une augmentation de 0,6 à taux de change constant, voilà, donc si on regarde chiffre d'affaires par entité, donc vous voyez dans tous les segments dans lesquels elle opère, vous voyez que dans la médecine générale, on est à 3 milliards, et dans la médecine spécialisée, on est à 4 milliards. Donc ce sont des assez gros business pour elle, mais si on voit quand même que pour 4 segments, c'est assez rentable. Si on regarde chiffre d'affaires par zone géographique, on voit qu'elle est très très dépendante des États-Unis. Comparé en Europe, à peu près, il y a... En Europe, on est sur bien moins d'argent, alors qu'il y a à peu près 100 millions de personnes en plus en Europe. Si on regarde avancée majeure pour les patients, vous voyez que Sanofi essaye de traiter le VRS, le BPCO, le dermatite apotique et la sclérose en plaques. Donc la sclérose en plaques qui est une maladie beaucoup plus répandue que pour être les 3 autres, est une bonne nouvelle, et donc pourrait sûrement permettre à Sanofi d'avoir un price power sur ce genre de marché et pouvoir faire beaucoup plus d'argent. Ici, donc, on a le communiqué de presse en nous disant qu'il y a des solides performances au deuxième trimestre et une forte progression du portefeuille du recherche et développement. Donc on voit qu'augmentation de 3,3% des ventes. Donc ce qu'on voit que c'est surtout dans la vente de médecine spécialisée qui progresse de 11,8%. Ce qu'on a pu voir, c'était le plus gros revenu. On a vu que c'était le plus gros revenu. Voilà, donc on voit Duxipent. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Voilà, donc vous voyez, Duxipent, ce médicament-là est un médicament. Donc bon, je ne sais pas si ce prix-là est réel, mais en tout cas, c'est un médicament que donc fabrique Sanofi et qui est sa première source de revenus. Avancé en R&D, donc vous voyez, voilà, présentation de l'étude sur les duplexines, etc. dans le traitement de la BPCO, ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Et on voit les pipelines de vaccins progressent rapidement, etc. Donc on voit sûrement une avancée dans la recherche et développement, ce qui est assez intéressant pour ce genre de business-ci. Voilà, donc regardez en chiffre d'affaires net en variation, on est à moins 1,5%, et en résultat net, on est sur 22,1%. Si on regarde en prenant en compte les 6 mois, on arrive à une variation de 2%, et en résultat net, on est à plus 7,7%. Donc si on regarde vraiment résultat opérationnel des activités, on est à plus 8% si on regarde par rapport à la période qu'il y a pu avoir avant, et un résultat net des activités à 10%. On regarde exactement donc le chiffre d'affaires du T2, c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre le Q2 et le T2. Le T2 est donc le Q1 et le Q2 qui sont mis ensemble et qui sont lissés, qui nous donnent donc une hausse à 3,33, mais si on regarde seulement là le Q2, on voit une diminution. Donc qu'est-ce qui a baissé, qu'est-ce qui a augmenté? On voit que c'est donc la médecine de spécialité qui a augmenté, donc les business où l'entreprise a un price power, la médecine générale qui diminue. La médecine générale, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça peut être, mais la santé grand public, je pense que c'est les segments des médicaments sans forcément price power, et le vaccin, donc on voit qui augmente. Acquisition principale, donc on voit que le 27 avril, Sanofi a finalisé l'acquisition
de Provence Bio, qui lui inclut Tilied, donc traitement innovant contre le diabète de type 1. Donc ce qui est une très très bonne information, le diabète de type 1, il y a très très peu de médicaments qui le soignent, donc elle va sûrement pouvoir récupérer un très joli price power, donc c'est sûrement très intéressant pour elle. Vous voyez qu'il y en a certains qui ont pu faire de très très fortes variations et certaines qui vont prendre, vous voyez par exemple là, Xenposim, vous voyez un plus 900 d'augmentation. Avec seulement, ce sont des petits chiffres, et on voit la plus grosse variation est le Dupixent qui donc ont progressé de 34% aux États-Unis, une vente record. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la vente d'Obadjo ont baissé de 58% en deuxième trimestre, reflétant l'entrée attendue des génériques aux États-Unis. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc vous voyez, quand la médecine spécialisée passe d'un price power où on peut se permettre de vendre au prix où l'on veut, car nous créons la molécule, cette entreprise crée la molécule et les autres n'ont pas le droit car le brevet le protège pendant 20 ans. Donc vous voyez, dans la région du reste du monde, les baisses de vente reflètent l'effet d'une concurrence générique au Canada, en Europe. La concurrence des génériques du terriflunomide est attendue au quatrième trimestre 2023. Ça veut dire que cette baisse n'est pas encore terminée. Potentiellement, ils peuvent faire moins 99% en vue des génériques. C'est pour ça que je vous dis, les entreprises pharmaceutiques, il faut faire vraiment attention et il faut regarder, est-ce qu'ils investissent beaucoup dans la recherche et développement? Est-ce que ça va être utile? Est-ce qu'ils vont trouver un médicament qui va vraiment être utile? C'est ça qu'il faut savoir. Donc, comment il nous explique par exemple la médecine générale qui monte et qui descendent? Donc, on a pu avoir au deuxième semestre les chiffres d'affaires des produits stratégiques augmentés de 2,4%. Donc, vous voyez que c'est assez lissé avec tout ce qu'on peut avoir. C'est pour ça que c'est une entreprise quand même assez diversifiée avec beaucoup de médicaments. Vous voyez, la vente de Lovenox ont atteint 284 millions d'euros, c'est une diminution de 11, reflétant la demande baissant depuis le Covid-19. Donc, à chaque fois qu'il y a une baisse, c'est lié à une conjoncture. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder pourquoi est-ce que cette entreprise va gagner plus ou moins d'argent. Les chiffres ne parlent pas assez dans ce genre de business-ci. Il faut savoir les price power de l'entreprise, mise à jour du recherche et développement. Donc on voit que le Dupixent est un nouveau médicament à ce qu'on a pu comprendre. Vous voyez que c'est des phases... c'est pour ça qu'il avait l'air d'être aussi cher. Donc on continue des essais cliniques et on voit par exemple une réduction de 83% des hospitalisations pour infection des voies respiratoires due au VRS pour les nourrissons de moins de 12 mois. Par exemple, l'administration nationale chinoise des produits médicaux a approuvé le Dupixent pour le traitement de la dermatite atomique modérée à sévère chez les nourrissons âgés de 6 mois ou plus. Donc potentiellement, on peut avoir cette entreprise qui pourrait avoir une croissance encore plus élevée, une croissance fulgurante étant donné son nouveau médicament qui serait possible de rentrer dans le marché chinois, dans le marché japonais. Et en santé grand public dans les médicaments basiques, vous voyez, pour l'allergie, pour le toux, la rhume, le douleur, les santé digestives, le bien-être physique et mental. Vous voyez, là on a des variations qui bougent, qui fluctuent, mais ce n'est seulement lié à une conjoncture, étant donné que voilà, toux et rhume qui augmentent, étant donné qu'on est en été, les gens ont souvent plus de rhume, etc. Voilà, les douleurs qui montent, qui descendent, ça, c'est complètement arbitraire. Vous voyez que c'est assez peu changeant. Ce sont des résultats qui se lissent et qui peuvent augmenter et baisser. Si on regarde le rating, qu'est-ce qu'on a pu leur donner? On leur a donné un classement de A. Si on voit, la plupart ont augmenté leur note. Là maintenant, donc si on regarde en médecine spécialisée, donc on est à plus 11%, produits stratégiques plus 2,4%, en vente industrielle à plus 8,2%. On voit qu'en produits non stratégiques, on est à moins 17%. Ça, c'est donc lié à la conjoncture. En vaccin biopharma, on est à plus 9 et plus 3,7%. Donc, voilà, en santé grand public, on est quand même à plus 0,7 étant donné quand même une belle conjoncture. Donc si on regarde en total, en variation, donc TTC comme on dit, en total on est à plus 3,3 avec surtout les États-Unis qui arrivent en large tête comme on a pu le voir. En bilan, je pense que cette entreprise a vocation à sûrement avoir un beau price power, mais donc il faut faire attention.
Et si vous investissez dans ce genre de compagnie, je vous conseille vraiment de lire les rapports financiers. C'est encore plus important que quand je vous le dis d'habitude. Cette entreprise a vraiment besoin de lire les rapports financiers pour savoir est-ce qu'elle a des médicaments qui peut-être potentiellement sur 20 ans lui feront gagner énormément d'argent, ou elle n'a pas pu investir dans sa recherche et développement, peut-être lié à une conjoncture actuelle, etc. Donc elle perd de l'argent. Il faut le savoir. Voilà, c'était Maxime. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.